Lui, l'histoire, mais aussi la mythologie, les sciences, les arts, la biologie, la spiritualité. Il en a fait le moteur de tous ses romans lus d'ailleurs dans le monde entier. Bernard Werber, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, écrivain, journaliste, réalisateur, pas vétérinaire, mais grand ami des chats, puisque votre dernier livre, La planète des chats, vient de sortir chez Albin Michel, le dernier tome d'une saga que vous avez commencé en 2018. Alors, qu'est-ce qui s'y passe ? On ne spoilera pas la fin, mais ce sera l'occasion de revenir sur votre parcours. Tout doux, chat commence à pas de fourmis. Les fourmis, une des merveilles de la nature. Elles forment des sociétés très organisées. Elles gèrent des réserves de nourriture et sont des architectes hors pair. Quel est leur secret ? Et oui, quel est leur secret ? Extrait du documentaire La planète des fourmis, diffusé récemment sur Arte. Les fourmis, des petites bêtes pas si bêtes, à qui Bernard Werber, vous devez votre succès, puisque c'est votre trilogie qui vous a fait connaître au début des années 90, avec les fourmis, vendues à plus de 20 millions d'exemplaires, soit presque autant d'habitants que dans une colonie. Alors pour celles et ceux qui n'auraient jamais ouvert ces livres, il y en a encore quelques-uns. On précise qu'il ne s'agit pas d'un documentaire, mais d'un vrai roman qui met en parallèle le monde des hommes et celui de ces insectes, avec ses héros minuscules. Comment est née cette saga ? Est-ce que vous pourriez nous le rappeler en quelques minutes ? Tout simplement, comme beaucoup d'enfants, je suis resté dans le jardin de mes grands-parents à observer les fourmis. En fait, j'avais fait un accord avec mes parents. Je voulais pas aller en colonie de vacances. Ils m'ont dit, tu vas pas en colonie de vacances, mais il faut que tu t'occupes. Ouais. Donc, je dis, je vais aller dans la villa de mes grands-parents. Ils avaient un tout petit jardin derrière et je restais à observer la nature. Mais quand vous observez les lézards, ils s'en vont. Quand vous observez les oiseaux, ils s'en vont. Par contre, quand vous observez les fourmis, elles restent là. Et si vous tendez le doigt, elles montent sur votre doigt. Et elles vous piquent. Donc, j'ai commencé... Non, ça, c'est les fourmis rouges. Oui. Mais les fourmis qu'on a ici sont plutôt pacifiques. Et je me suis retrouvé avec une fourmi sur le doigt en train de la regarder. Ouais. Et j'ai imaginé qu'on pouvait communiquer. Et à partir de là, je les ai mis dans des pots. J'ai fait de l'élevage avec plus ou moins de réussite. Et quand j'ai monté un petit journal, que je suis devenu journaliste de mon petit fanzine, j'ai écrit un scénario avec des fourmis. Ouais. Et ce scénario n'a pas cessé de grandir jusqu'à ce qu'il fasse 1500 pages. Et là, j'ai essayé de trouver un éditeur. Et j'ai mis 12 ans à trouver un éditeur avant que ça sorte, alors que j'avais 30 ans. En tout cas, ça remet à l'honneur donc ces fourmis. On va y revenir. Mais Bernard Werber, on va remonter un petit peu dans le temps, comme vous aimez aussi le faire dans vos livres. On va s'arrêter le 18 septembre 1961, jour de votre naissance à Toulouse, l'année de l'élection de John Kennedy comme président des États-Unis, celle de la mort de Gary Cooper, du putsch des généraux en Algérie, et puis mon année de naissance, comme ça nous fait au moins un point commun. Et oui, on est jumeaux d'année de naissance. Jumeaux d'année, à quelques semaines près. Au départ, c'est le dessin qui vous intéresse. Vous n'êtes pas très doué en piano ou en sport à cause de votre myopie, d'où ces belles lunettes d'ailleurs que vous portez en permanence et sans complexe. Mais c'est dans l'écriture que vous êtes le meilleur. Déjà tout petit, vous aimez écrire et raconter des histoires. Oui, parce que je suis nul sur le reste, comme vous l'avez rappelé. Gentiment. C'est vrai que je l'assume. Oui. Non, mais vu que vous avez le même âge que moi, vous avez dû avoir les mêmes soucis que moi. Oui, ne me parlez pas des cataractes. Et des problèmes de myopie, mon pauvre monsieur. Écoutez, de mon temps, si on la joue nostalgie, il y avait encore des châtiments corporels. Notre prof nous tapait, on mettait les doigts en pointe, il nous tapait avec des règles en métal, et puis il nous tirait les pattes des cheveux, et il nous les soulevait comme ça. Ouais. Puis c'était une époque... Vous êtes tranquille là pour l'instant, côté cheveux, donc ça risque plus de revenir. Ouais. À l'époque, j'en avais encore, il y avait de la prise. Et j'ai cherché, sachant que j'étais pas bon au football et que le football était l'endroit où se créaient les bandes, j'ai essayé d'être intégré en tant que raconteur d'histoire. Et il s'avère que je racontais d'autant mieux les histoires que j'en lisais beaucoup. Donc c'est-à-dire, je me suis réfugié dans la lecture et dans l'écriture très jeune, parce que je voulais survivre dans une société dans laquelle j'étais probablement inadapté. Ouais. En tout cas, on vous suit dans ces livres. Vivre de l'écriture, c'est pas évident à vos débuts. Vos textes sont refusés par les maisons d'édition, jusqu'à donc ces fameuses fourmis. Énorme succès qui sera suivi du jour des fourmis, de la révolution des fourmis. Vous allez enchaîner ensuite avec les thanatonautes, ces personnages cosmonautes qui explorent l'au-delà relié à des fils. Il y a aussi le cycle des anges, le souffle des dieux. L'au-delà qui vous fascine beaucoup, Bernard Werber.
Oui, parce que je crois que tout être humain doit se poser cette question, qu'est-ce qui va m'arriver quand tout sera fini? Et les religions sont nées à partir de cette question, et je crois que tant qu'on se pose des questions, on est intelligent. Le contraire de quelqu'un qui s'intéresse pas à l'au-delà, c'est quelqu'un qui considère que il ne veut pas savoir ce qui va y arriver après sa mort, donc probablement il ne veut pas non plus savoir pourquoi il est né. Je crois que c'est peut-être ça qui fait la plus belle qualité de l'homme, c'est que l'homme se pose des questions sur pourquoi il naît, pourquoi il meurt, et à partir de là, chacun a ses réponses, toutes sont respectables, et c'est pour ça que j'essaie juste de présenter différemment ces questions, mais je n'ai pas de réponse. Je ne saurais ce qui se passe après la mort que lorsque je mourrai moi-même. Oui. Mais à ce moment-là, j'essaierai peut-être de contacter RCF et de leur dire, écoutez, ça y est, si on pouvait avoir le scoop, ça serait pas mal, effectivement. Alors, tout ce que j'ai mis dans les notes est vrai ou faux, mais en tout cas, tel que j'avais décrit ce scénario, il ne pourra être connu. Je crois que toute personne qui dit, je sais ce qui se passe après la mort, est quelqu'un qui, quelque part, a une prétention, tant qu'on n'y est pas, on peut juste faire des projections. Mais ça vaut le coup, en tout cas, de réfléchir. Oui. En tout cas, il y a aussi beaucoup de thèmes qui vous interrogent. Il y a l'avenir, celui de l'humanité avec le cycle troisième humanité, dont les micro-humains sont réduits à quelques centimètres. Encore le papillon des étoiles, cet immense vaisseau, une sorte d'arche de Noé qui traverse les galaxies. Le futur, le bonheur, le pouvoir, la survie, les croyances, la science et son utilisation, l'écologie, sont des thèmes qui reviennent très souvent dans vos livres. Vous vous qualifiez à la fois de philosophe fiction. C'est un bon terme? Ah, le mot philosophe a été mis au point par Pythagore, qui est un type extraordinaire. Je crois que ça veut dire qu'il a envie de sagesse. Maintenant, on est en train de confondre la philosophie et les philosophes. Donc moi, j'aime la philosophie. Maintenant, les gens qui apprennent à l'université des citations par cœur me semblent d'aucun intérêt. Je crois que dès le moment où vous regardez les étoiles, vous faites de la philosophie. Dès le moment où vous regardez un arbre, ou vous regardez une fourmi, vous vous posez des questions sur quelle est votre vie idéale, pourquoi on est là. Le drame, c'est qu'il y a une caste de personnes qui ont tout dans le cou, qui se sont dit, si vous voulez parler de philosophie, nous sommes les experts. Et je crois qu'ils sont pas plus experts que n'importe qui. Donc chacun peut être philosophe à son niveau, c'est ce que vous voulez nous dire. Exactement. Exactement. Chacun de nos auditeurs actuellement a sa propre opinion sur la vie, la mort et sa mission personnelle. Et cette vision est honorable. Il ne peut pas y avoir une personne qui dit, tu te trompes, tu n'as rien compris à ta propre vie, tu dois faire autre chose. Ça peut être un avis consultatif, mais ça ne peut pas être un avis exécutif. Ah bah écoutez, le drame historique, c'est qu'à un moment, il y a eu des gens qui se sont autorisés à dire à un autre être humain, voilà, c'est ça la vérité, et si tu ne crois pas, soit on te brûle, soit on te tue, soit on te convertit de force, et nous payons de toute cette dureté. Moi, je crois qu'il faut se relâcher, il faut se détendre, être tout doux, comme le dit l'émission, par rapport à ces questions, et puis être humble. On n'aura pas de certitude, mais on va avoir des voies de recherche. Et en effet, mes livres parlent de ces voies de recherche pour aider les gens à trouver leur propre chemin. Chacun philosophe, ça va consoler ceux qui n'ont pas eu la moyenne au bac de philo. Alors vous, après les fourmis et Bernard Werber qui ont fait votre succès de départ, bien vous êtes intéressé à d'autres animaux. Je ne peux m'empêcher de sortir et rentrer nerveusement mes griffes. Nous sommes sur le grand voilier Dernier Espoir. Nous avons traversé l'Atlantique en 35 jours éprouvants. Et face à nous surgit l'immense cité humaine qu'il nomme New York. Pourtant, le rêve américain s'effondre comme une montagne de croquettes trop haute dans une gamelle trop étroite. Nous pensions trouver un sanctuaire dépourvu de rats, et l'endroit est finalement encore plus envahi par ces maudits rongeurs que Paris. Voilà quelques lignes lues par Catherine Ségouffin qui débute votre dernier roman, La planète des chats, sorti chez Albin Michel, soit l'arrivée à New York d'une chatte, Bastet, et de ses compagnons humains ou animaux qui ont fui l'Europe envahie par les rats suite à l'effondrement de notre civilisation. Alors Bastet, c'est une allusion à une déesse égyptienne à tête de chat, déesse guerrière, mais qui subit une transformation qui la rend douce et pacifique, ce qui est un peu le caractère de cette chatte qui rentre en guerre contre les rats et leurs chefs, mais qui apprécie Bach et Mozart. Ce qui est vrai, paraît-il, les chats apprécieraient la musique, Bernard Werber. Déjà, ils perçoivent beaucoup plus, avec beaucoup plus de subtilité les sons. Parce que, déjà, je sais pas, est-ce que vous avez un chat vous-même? Moi, j'en ai eu un, mais malheureusement, suite à des allergies diverses, je n'ai pas pu en avoir d'autres. Mais bon, c'est un grand regret.
Voilà, vous savez tout. Mais il suffit d'observer son chat et il bouge les oreilles. Nous n'avons pas la possibilité, d'ailleurs moi-même je ne sais même pas bouger mes oreilles, je ne sais pas si vous y arrivez. Non, pas encore. Mais, dès le moment où on bouge ses oreilles, on s'aperçoit que on peut avoir une stéréo orientée. C'est un problème quasi mécanique. Donc c'est-à-dire que vous savez, les gens sourds, ils mettent leurs mains, leur pavillon autour des oreilles. Je fais le geste devant le micro, mais peut-être qu'on me voit pas. Et vous percevez beaucoup mieux les sons. Donc les chats perçoivent beaucoup mieux les sons. Donc il est normal que leur cerveau vibre encore plus fort par rapport à la musique. Et je trouve que ce qu'il y a de plus admirable, tout à l'heure je disais que l'être humain se pose des questions pourquoi il est là, mais aussi il produit de la musique. Moi s'il y a quelque chose qui devait me rendre religieux, c'est d'entendre Bach. Quand on entend Bach sur une orgue dans une église, eh bien il y a quelque chose, on se dit, pour qu'un être humain arrive à produire ça, il s'est passé quelque chose de magique. Il n'y a pas besoin d'attendre à des miracles. Et j'ai eu la chance de jouer la toccata sur l'orgue de l'église Saint-Cernin à Toulouse et de me retrouver dans cet endroit-là avec cette résonance-là. Je me suis dit, voilà, quelle que soit la personne, j'ai des gens qui font du saut en parachute, il faut le faire une fois dans sa vie. Se sentir vibrer avec toute une église ou une cathédrale, c'est quand même une sensation magique. Et j'ai imaginé que ma chatte, en effet, découvrait cette expérience et qu'elle-même commençait à avoir un début de spiritualité du fait de la découverte de Bach, de Mozart, de Vivaldi. Alors cette chatte surdouée, elle a du mal à comprendre les humains, qu'elle appelle d'ailleurs ses serviteurs, qui passent plus de temps à chercher les moyens de se disputer, à s'entretuer plutôt que à s'entraider et notamment vaincre donc cette invasion des rats. Est-ce que c'est un peu le message de cette saga, vivons ensemble plutôt que chacun dans notre coin? Essayons de communiquer. C'est pas vivre ensemble, parce que si c'est vivre ensemble, très nombreux à nous gêner les uns les autres et finalement à nous taper dessus, c'est pas intéressant. Il y a un moment où je crois l'homme a intérêt à améliorer sa communication interespèce, c'est-à-dire d'homme à homme, et aussi la communication avec les autres espèces. C'est un peu le message de la planète des chats. C'est si nous fonctionnons en mode fermé, au bout d'un moment, on va étouffer. Et surtout, notre espèce, l'espèce humaine, a un problème, c'est qu'elle n'est pas autorégulée. La plupart des espèces animales, quand ils font trop d'enfants, ils s'arrêtent et ils s'adaptent aux matières premières et à l'air et à l'eau. Et l'homme est dans une telle dynamique de croissance démographique qu'il est en train actuellement d'épuiser l'air, l'eau et les matières premières, ce qui fait qu'on va laisser à nos enfants une planète dans laquelle il va être peut-être difficile de respirer en dehors des problèmes probables d'autres virus. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est il serait temps de s'arrêter, de réfléchir et d'imaginer comment laisser une planète plus viable à nos enfants. Et pour moi, la solution, c'est améliorer la communication, parce qu'actuellement, il y a beaucoup de problèmes politiques qui sont dus juste à des égoïsmes nationaux. Ou même des malentendus, c'est qu'on n'arrive pas non plus à se comprendre. On va revenir sur cet aspect-là de votre livre et de vos convictions, Bernard Werber. Alors bien sûr, on ne dévoilera pas la fin de La planète des chats. Vous nous avez proposé comme choix musical, puisque c'est un choix musical qu'on va vous proposer maintenant, la saga des Gnous. C'est interprété par Bertignac. Pourquoi ce titre auquel je crois vous n'êtes pas étranger, Bernard Werber? Précisément parce que je ne suis pas étranger à ce titre. C'était avec Louis Bertignac. Tout d'un coup, je regardais les actualités et je lui ai dit, j'ai l'impression qu'on a un troupeau qui s'avance et qui va vers la falaise et personne n'a l'air de le voir. Et je lui disais, c'est notre fonction à nous, auteurs de science-fiction, de prendre un peu de recul et de dire, écoutez les gars, si on continue tout droit, on va juste se rétamer la gueule, si je puis dire. J'ai dit que ça comme ça. Il me dit, fais-en une chanson. Et donc ça a donné la saga des Gnous. Après, il l'a mis en musique. Et je trouve que c'est une réflexion à avoir sur notre espèce en tant que troupeau qui avance. Troupeau qui avance et qui ne regarde pas devant. Donc c'est peut-être, je ne sais pas, c'est peut-être aussi un message que vous faites passer dans votre radio. Il y a un moment où on ne peut pas juste foncer tête baissée, il faut se poser des questions. Où va-t-on? Et c'est le thème de cette chanson. Où va-t-on? La saga des Gnous, on l'écoute tout de suite et puis on se retrouve après.
Surréaliste. Oui. J'adore. J'en attendais pas moins de vous. Sur Magritte, cette tendance. Je suis peintre, mais je ne suis pas un bon peintre. Oui. Je suis aussi musicien, mais je ne suis pas un bon musicien. Oui. Par contre, j'ai des talents innés que je n'ai pas développés. Alors que l'écriture, je n'ai pas de talent inné. Par contre, je l'ai développé. Ce qui montre que je crois qu'on arrive dans le monde avec des handicaps et des avantages des handicaps. Et après, c'est nous qui choisissons avec notre libre arbitre ce qu'on développe. En tout cas, ma maman était prof de piano, donc j'aurais dû et j'ai une oreille musicale assez développée. J'aurais dû être musicien et j'ai raté ce rendez-vous parce que ça demande discipline. L'écriture permet vraiment de se reprendre. C'est-à-dire, vous n'avez pas besoin d'être bon à un instant T. Sauf dans les interviews. Mais si vous écrivez quelque chose qui fonctionne pas, eh ben vous pouvez le relire et l'arranger. Voilà. Alors que dans un concert, non, vous avez fait une fausse note. Et pour la peinture, c'est juste pour faire autre chose que l'écriture, pour raconter des histoires. Donc ce qui m'amusait, c'est raconter des histoires avec des images. Alors Bernard Werber, vous restez avec nous. Chaque mardi, on explore le monde de l'entreprise. C'est avec Gabriel Bardinet, directeur adjoint d'Ecclesia RH, cabinet de conseil et de recrutement. Et aujourd'hui, on va se mettre à l'écoute. Ma vie en mieux. Voilà Bernard Werber, toujours avec nous à notre écoute. On vient d'écouter cette chronique sur le monde d'écoute justement, et c'est vrai que l'absence d'écoute ou la difficulté à se comprendre, à communiquer, eh bien on le retrouve dans votre livre La planète des chats, où les tribus d'humains qui sont réfugiés dans une tour à New York face à une ville complètement envahie par les rats, eh bien passent leur temps à se diviser. Je sais pas quelle serait la recette d'une bonne écoute sans manipuler non plus. Qu'est-ce que vous en pensez, Bernard Werber ? Alors peut-être que je tire ma réponse de l'observation des fourmis, c'est qu'il faut que l'intérêt collectif soit supérieur à l'intérêt individuel. Pour ça, il faut être sûr que si vous faites un effort pour les autres vont pas utiliser cet effort pour leur intérêt individuel. Donc c'est un truc de confiance. Chez les fourmis, chaque fourmi souhaite que l'ensemble de la fourmilière réussisse, un peu comme dans notre propre cerveau. Chaque neurone sert une communauté de neurones et l'ensemble me permet de parler actuellement et vous, ça vous permet de m'écouter actuellement aussi. Donc il y a un intérêt, un objectif commun. Ce qui crée les problèmes, c'est qu'il y a des gens qui font semblant de la jouer collectif et en fait qui la jouent individuelle, et ça se retrouve dans toutes les cultures. C'est pas spécifique, mais en plus il y a des cultures qui entretiennent l'individualisme et qui disent de toute façon ça sert à rien de faire des efforts pour les autres puisque les autres n'en feront pas pour vous. Donc on n'en sort pas. Le futur idéal serait qu'à un moment, on renonce à avoir toujours plus pour sa gueule et qu'on se dise j'y retrouverai un intérêt si je suis entouré de gens heureux, de toute façon ils auront moins envie d'être agressifs avec moi et ça va fonctionner. Mais c'est compliqué parce qu'en plus si vous faites confiance et que l'autre en abuse, après c'est fini. Et là actuellement, on est beaucoup là-dedans, c'est-à-dire que les gentils se font souvent abuser par les méchants pour être un peu caricatural, ce qui fait qu'ils en ont marre d'être gentils et puis ils redeviennent égoïstes. Et il faut sortir de ce cycle-là, il y a un moment, mais il faut que tout le monde joue le jeu sans tricher. Bernard Werber, dans vos livres, il y a aussi beaucoup de questions de sentiments. Il y a la colère, il y a la joie, il y a la peur, mais aussi l'amour. L'amour, voilà, ça rassure. Vous restez avec nous, Bernard Werber, notre invité du jour dans Tout Doux, pour continuer à parler de vos thèmes, des thèmes qui vous sont chers, également de ce livre, La planète des chats, qui vient de sortir aux éditions Albin Michel. Dans quelques instants, on parlera de rencontres historiques avec Sophie Laurent, et puis on ouvrira également une mystérieuse petite boîte. À tout de suite. Jusqu'à 18h, c'est Tout Doux sur RCF. Le lait, mais c'est le breuvage des dieux. Et les chats sont des dieux et des déesses. Combien de civilisations antiques les ont adorés. Tant de grâce, de beauté, d'intelligence. N'est-il pas dit quelque part que les chats un jour posséderont la terre? Ce jour viendra où ils seront les rois. Voilà, les chats domineront le monde. Alors ça date pas d'hier, cet extrait de la série Chapeau melon et bottes de cuir, époque John Steed et Madame Pell, la regrettée Madame Pell. Dans cet épisode, un savant criminel transformait les chats en tigres féroces pour justement dominer le monde. Alors ça peut faire sourire, sauf qu'il ne faut pas oublier que les chats ont aussi leur caractère et qu'ils sont pas trop à chatouiller parfois. Vous êtes d'accord là-dessus, Bernard Werber ? Oui, j'adore en plus cet extrait. Je pense que ça m'a influencé. J'avais oublié ça. Je suis un fan absolu de Chapeau et bottes de cuir. Voilà, ça nous fait un autre point commun à part notre âge. 5 fois. Oui. Comment ? Ça nous fait un autre point commun à part notre âge. Ah bah oui. C'est une génération. Mais,
Je me rappelle de cet épisode précis. Le là, tigre dont caché. L'extrait. Voilà. Oui, il y avait une ouverture où on voyait quelqu'un qui se faisait labourer le visage par des griffes, et juste après on voyait qu'il y avait un tout petit chaton, et et le générique démarrait. Donc votre question c'était? Que je disais que les chats sont pas trop à chatouiller parfois. Il faut quand même rappeler qu'ils viennent du tigre aussi. Alors, c'est le même rapport que nous avec le gorille, hein. C'est-à-dire que c'est une espèce, c'est les félins, mais c'est quand même pas exactement la même lignée. Mais le chat a ce charme d'être indépendant, de ne pas se laisser apprivoiser et d'offrir son amour que s'il l'a décidé. Donc c'est un amour conditionnel, contrairement au chien. Le chien aime assez rapidement l'humain qui le nourrit. Le chat, même si on le nourrit, il se laisse pas corrompre aussi facilement, et c'est ce qui fait partie et son charme et de sa complication. Mais vous pouvez avoir à la maison un ennemi qui est votre propre chat, qui chaque fois qu'il vous verra essaiera de vous compliquer la vie. C'est pas gagné. C'est pas gagné d'avance. D'aller dans un magasin et d'acheter le petit chaton mignon. Et voilà. Et on dit toujours que c'est pas l'homme qui choisit le chat, mais c'est le chat qui choisit son maître, hein, en général. Hein. Et d'ailleurs, dans votre livre, ce sont même pas des maîtres, ce sont des serviteurs, hein, les humains. C'est comme ça qu'ils sont considérés. Alors, dans votre livre, vous faites aussi beaucoup, et dans vos livres d'ailleurs, vous faites beaucoup référence à l'histoire avec un grand H. Eh bien, on va s'y plonger, comme tous les mardis, avec Sophie Laurent, journaliste spécialisée patrimoine au magazine Pèlerin. Et aujourd'hui, on va faire la connaissance avec un abbé républicain. Eh bien, plein de choses. Bon, je savais déjà que l'abbé Grégoire était un personnage important. C'est lui qui a fait voter en 1791 la loi intégrant enfin les Juifs comme des citoyens du royaume. Il est aussi à l'origine de la première abolition de l'esclavage en France en 1794, et il a encore inventé la protection des monuments historiques, la notion de patrimoine national. Mais évidemment, je ne savais rien de la pensée spirituelle qui guidait ce Lorrain. Brillant esprit des Lumières, il a toute sa vie tenté de concilier sa foi fervente avec son engagement pour l'égalité entre les hommes. Et par exemple 17h, 18h, c'est tout doux sur RCF. Bernard Werber, l'abbé Grégoire, il aurait peut-être pu figurer dans l'encyclopédie du savoir relatif et absolu d'Edmund Wells. Alors, je vous parle de ça, puisque dans vos livres, c'est récurrent. Un certain Edmund Wells nous fait, on peut lire les articles concernant son encyclopédie. À chaque fois, il y a un contrepoint. Alors, on apprend par exemple qu'un poulet a pu survivre 18 mois sans tête, comment est née la ville de New York, qui était Saint-Paul, pourquoi l'Union européenne ne s'est pas finalement en 1520, lors de la rencontre du camp du Drap d'Or entre François Ier et son premier rival Henri VIII d'Angleterre, des faits d'histoire, des expériences ou encore des règles de comportement. Comment est née cette idée d'encyclopédie? Puis, qui était Edmund Wells? Alors, comment est née cette encyclopédie? C'est simple, c'est que j'ai pas de mémoire, et qu'à un moment je note tout. D'ailleurs, c'est marrant, l'abbé Grégoire, je connaissais l'histoire de l'abbé Grégoire. Peut-être figurer dans votre prochain livre, alors. Vous allez peut-être demander à Sophie Laurent quelques renseignements supplémentaires. Ça. Oui. Je me suis dit, je regardais déjà son article, mais c'est exactement le genre de choses qui m'intéressent, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas mises en avant et qui finalement expliquent beaucoup d'éléments. Et c'est vrai que, comme elle l'a dit, il était à cheval entre la Révolution et le christianisme, et du coup il a été rejeté par les deux. Et c'est souvent ce qui arrive aux innovants, c'est ce sont des passerelles, et donc ils sont rejetés par les deux. Alors sinon, l'encyclopédie, donc je l'ai écrit aussi parce que je découvrais plein de choses extraordinaire, et au fur et à mesure que j'ai découvert, je venais comme une personne qui fait les collections. Il y en a qui font les collections de timbres. Moi, je fais les collections de choses, d'informations inattendues, extraordinaires et pourtant vraies. Et ça me semblait amusant de faire partager cette passion. L'encyclopédie, c'est mon album de timbres merveilleux de tout ce que j'ai découvert. Tout à l'heure, par exemple, vous évoquiez ce poulet qui avait pas de tête et qui a survécu. Et c'est véridique en plus, hein. C'est véridique, ça a été vérifié. Et c'est un pur hasard. Le paysan qui lui a coupé la tête d'une certaine manière, qui fait que l'animal a pu vivre sans tête, ce qui montre que par moment le cerveau et la tête ne sont pas indispensables. Même si tout à l'heure on évoquait la guillotine pour oui, alors la je sais pas, c'est une espérance de vie très longue. Voilà. Voilà. Ce qui fait froid dans le dos aussi, on l'apprend rétrospectivement dans votre livre, c'est cette alerte qui a failli plonger le monde dans la Troisième Guerre mondiale. Alors c'était pas en 62 avec la crise des missiles de Cuba, mais le 26 septembre 83 à minuit, dans un centre d'alerte secret près de Moscou. On l'a échappé belle finalement, hein, Bernard Werber.
Oui, parce qu'il est apparu sur le centre radar la trace de 5 missiles provenant des États-Unis, et l'officier avait pour ordre, s'il voit des missiles américains, de relancer automatiquement des missiles russes pour équilibrer. Et il a pris sur lui de ne pas le faire malgré tout. Et après étude, ils se sont aperçus que c'était pas des vrais signaux, c'était des nuages qui ressemblaient à des missiles, pur hasard. Et lui, il est allé en prison, il a payé pour ça, mais quelque part, il a évité la Troisième Guerre mondiale. Et on lui en a été reconnaissant d'ailleurs quelques années plus tard. Il a reçu, je crois, il y a 4-5 ans, bon, l'histoire est déjà sortie parce qu'elle est restée longtemps secrète, et il a reçu le prix de l'ONU de l'homme qui a participé à la paix. Mais on se rend pas compte, mais si ce monde est comme ça, c'est parce qu'il y a eu des gens avant qui ont pris des bonnes décisions, dont cet homme. Et c'est déjà un miracle que nous ne soyons pas dans un monde encore pire. C'est-à-dire que là, on voit le Covid, on voit la montée du terrorisme, on voit la Turquie là, qui attaque la Grèce, on voit la Chine qui fait les routes de la soie. Il y a de quoi être inquiet, la montée de la pollution. Mais ça pourrait être encore bien pire. Et c'est pour ça qu'il est intéressant de connaître l'histoire. Il y a eu quand même trois grandes pestes qui ont décimé l'Europe et qui auraient pu entièrement détruire l'humanité. Finalement, nous sommes des enfants du miracle, et ça nous donne une responsabilité, c'est nous débrouiller pour laisser un avenir possible à nos enfants qui soit le moins dur possible. Il y a un autre aspect qui était assez amusant dans vos livres, et après quoi on tournera une autre page musicale, c'est que vous mettez en scène des personnalités qui ont réellement existé. Par exemple, dans votre cycle des anges, on retrouve Mata Hari, qui a vraiment existé, Antoine de Saint-Exupéry, Marilyn Monroe, Georges Méliès, mais aussi dans La planète des chats, vous mettez en scène Hillary Clinton, qui n'est pas d'ailleurs la dernière à jouer les politiciennes. Pourquoi vous faites appel à tous ces personnages de fiction que vous mettez dans vos livres? D'abord parce que quand elle a perdu les élections contre Trump, quand elle a perdu les élections contre Trump, je me suis dit, ça va être quoi sa vie maintenant? Et j'ai imaginé qu'elle se dirait, un jour je reviendrai, I'll be back, comme dans les Schwarzenegger. Et donc j'ai imaginé que du fait qu'il y a eu une grande crise mondiale, bah du coup, quelqu'un qui semblait hors jeu, voilà, peut revenir dans la partie. Vous savez, même Poutine, il aurait pas dû être président, c'est parce qu'il y a eu des circonstances extraordinaires qui ont fait que tout d'un coup, ce représentant en assurance se retrouve président et se retrouve nouveau tsar, pratiquement. Et voilà, c'était juste pour dire, attendez, regardez bien, il y a des gens qui sont tout d'un coup mis devant les projecteurs, puis on vous les efface, mais ils continuent de vivre, et maintenant, quelle est leur existence? Ça, c'est tout à fait amusant. Voilà, Hillary Clinton, elle a dû être très très agacée quand elle a perdu les élections. Voilà. Oui, mais là, donc, elle se rattrape. Dans La planète des chats, elle se rattrape pas d'une manière parfois très élégante. Enfin, je laisse les lecteurs le découvrir dans La planète des chats. Une politicienne, une vraie. Bernard Werber, vous êtes notre invité du jour. Dans quelques instants, on ouvrira une mystérieuse petite boîte pour mieux vous connaître, et ce sera tout de suite après notre page musicale que vous avez toujours choisie. Alors ça s'intitule Pour les âmes, pour les hommes. C'est interprété par Morane. Pourquoi ce titre et cette chanteuse qui nous a quittés malheureusement beaucoup trop tôt? Alors d'abord parce que j'ai eu la chance d'être l'ami de Morane. C'est quelqu'un de formidable, c'est quelqu'un d'une sensibilité énorme. Je pense que déjà on sent qu'elle est sympathique quand on la voit à la télévision, on la voit chanter, mais dans le réel elle était encore plus sympathique que ça. C'est vraiment une grande rencontre, et elle m'avait demandé de tourner son clip en tant que réalisateur, donc j'ai tourné ce clip de Pour les âmes et pour les hommes, et j'ai pu voir qu'elle était en plus une grande actrice, qu'elle est une grande chanteuse, et c'est une vraie personne dans un monde où j'ai l'impression il y a des chanteurs dont la voix est entièrement trafiquée par ordinateur et les chansons sont montées par des robots. Elle a le goût de l'authentique. C'était une belle personne qui chante bien des chansons avec des messages forts. Le message de cette chanson, c'était un hommage aux victimes de Dutroux. Et c'était quelque chose d'assez émouvant, et j'ai dit je vais pas montrer des gens en train de mourir ou évoquer le visage de Dutroux, ça serait lui faire de la publicité. Je vais montrer qu'il y a des enfants qui s'en tirent et qui réussissent, et même si c'est dur, voilà. Et cette chanson, c'est pour les victimes, donc pour les âmes, tous ces enfants dans des circonstances terribles. Pour les âmes et pour les hommes, Morane, et on se retrouve tout de suite après. Pour les hommes, c'était Morane dans un clip réalisé par Bernard Werber. C'est notre invité du jour, auteur à succès des Fourmis, qui est passé au chat avec La planète des chats, le dernier tome d'une saga qui est paru chez Albin Michel. Bernard Werber, c'est l'heure à présent de passer à la petite mise en boîte. La boîte à tout doux.
Alors Bernard Werber, dans les mains, j'ai une boîte en bois que je vous montre. À l'intérieur, il y a des cartes numérotées de 1 à 18. Alors au dos de chacune, une question pour mieux vous connaître. Alors vous allez en tirer 4, une par une. Vous avez droit à un joker, mais de toute façon, il n'y a pas de piège puisqu'il n'y a que vous qui puissiez répondre à ces questions. Alors je vais vous laisser tirer la première. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 18. 18. Alors, la 18, carrément. Votre dernier fou rire, est-ce que vous avez des fous rires facilement, Bernard Werber? Là, on vient de l'entendre. Je vais vous dire, je regardais sur mon téléphone une chronique de France Inter. Ouais. Je connais pas concurrent et néanmoins ami, allez-y. Et dans lequel la chroniqueuse expliquait que 2020, c'était le moment où tout était fait pour lutter contre la joie. Et alors, elle citait toutes les choses qui ont été faites. Et au bout d'un moment, la surenchère de malheur m'a créé un fou rire parce que c'est vrai qu'il y a un moment trop, c'est trop, quoi. Ouais, c'est pas mal. Vous savez, le rire, c'est une réaction de défense. D'ailleurs, vous avez consacré tout un livre sur le rire. Oui, voilà. Ouais. Vous savez, le rire, c'est quand le cerveau peut plus gérer quelque chose ou qu'il est très gêné parce que il voit quelqu'un qui se casse la gueule parce qu'il a pris un râteau, donc il se dit oh zut, qu'est-ce que je vais faire? Et le type a marché sur le râteau ou il a glissé sur une banane. Alors il se dit bon je vais botter en touche, je vais rire. Et ça s'est passé tellement de fois que c'est devenu un système pour gérer l'ingérable et en plus ça provoque du plaisir. Et puis ça fait du donc, bien de rire. Le type il glisse sur la banane et ça nous fait rire et ça nous fait plaisir. Bon, ça fait peut-être pas trop rire celui qui a glissé sur la banane, mais en tout cas nous ça nous fait rire et ça nous fait du bien, comme je disais. Ouais, donc voilà, mon fou rire n'était pas bien, mais c'était une chronique chronique dans laquelle on sait des tas de toutes les bananes qu'on a eues en 2020. Je me suis dit c'est vrai. Attendez, puis c'est pas fini, hein. On en est qu'au mois d'octobre, hein, Bernard Werber. On a encore le temps de beaucoup rire. Allez, toujours un chiffre entre 1 et 18. 17. Alors le 17. Votre film culte. Est-ce que vous avez un film culte que vous adorez? Oui. 2001, l'Odyssée de l'espace. Oui. C'est devenu culte parce que la première fois que je l'ai vu, on n'a rien compris à la fin, mais c'est devenu culte. Hein. Voilà. La première fois, j'ai trouvé ça nul, prétentieux, chiant, incompréhensible, ésotérique. Je me suis dit, les gens croient qu'il y a quelque chose, alors en fait, il y a rien. Ouais. Alors la deuxième fois, il y a quelqu'un qui m'a dit, attends, va voir, il y a quand même quelque chose. Alors je suis allé voir, je me suis dit, non, il y a rien. C'est un film prétentieux, ésotérique, bizarre. Alors il y en a un troisième qui m'a dit, non, on va le voir, c'est quand même une merveille. Bon, j'y reviens une troisième fois. Puis finalement, j'ai lu la nouvelle qui s'appelle La Sentinelle de Clark. Et là, j'ai commencé à comprendre l'idée et je suis allé le voir. Et là, tout d'un coup, ça a été la révélation. Ce film est le film le plus puissant, c'est-à-dire ça raconte ce que pourra être une spiritualité dans le futur. Bon, 2001, du coup, c'est notre passé, mais à l'époque, c'était dans les années 80 ou 90 que je l'ai vu. C'était le futur. Et il y avait cette idée que le futur de l'humanité est dans l'espace et que nous allons, à un moment, devoir surmonter la chose qui nous bloque le plus, c'est la peur de la mort. Ouais. C'est-à-dire, tel que je l'ai compris, cette idée, c'est que nous sommes une espèce qui est tout le temps ralentie parce qu'il a peur. Nous avons peur. Elle a peur de mourir. Et il y a un moment, il va falloir se décontracter un tout petit peu par rapport à ce sujet, se dire que c'est pas grave, il y a autre chose qui continue après. Bon, et à ce moment-là, on pourra. C'est une forme d'humour, si vous voulez, ou de spiritualité signifie aussi d'ailleurs humour. Et à ce moment-là, on pourra faire des choses plus élevées. Et c'est ce que j'ai compris en regardant ce film, et c'est pour ça que je le passe en écoutez, vous m'avez aidé à mieux le comprendre maintenant. Il y a un autre film que j'aimerais bien comprendre, c'est Interstellar. Oui, je l'ai vu. Moi, j'ai pas tout à fait la même vision que vous, mais c'est pas grave, on peut avoir des visions différentes. En tout cas, c'était votre interprétation. J'aime pas du tout Interstellar. Ouais, moi, j'ai rien compris, mais c'est un très beau film. On va continuer dans les... Interstellar, justement, il y a que la forme, il n'y a pas le fond. Voilà. Tandis que dans 2001, il y a la forme et le fond. Allez, rapidement, une autre question, toujours entre 1 et 18. Alors, pas le 18 et le 17, parce que vous l'avez déjà tiré. Si on descend, le 16, voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Quel autre métier auriez-vous aimé faire si vous n'avez pas été écrivain, réalisateur ou peintre, Bernard Werber? Réalisateur de cinéma, mais parce que là pour l'instant j'ai fait qu'un film, mais me consacrer à fond dans la réalisation de cinéma. Tout simplement parce que c'est toujours le métier de raconteur d'histoire. Il y a plusieurs manières de raconter une histoire. Faire une chanson, faire une peinture, faire un film, c'est toujours raconter une histoire. Mais enfin, tous les métiers qui consistent à raconter des histoires m'intéressent. Mais vous savez, quelque part,
même les politiciens sont des raconteurs d'histoire, si ce n'est qu'eux, ils disent on vous raconte la vérité, alors que le romancier ou le réalisateur, il peut dire non, je vous raconte une histoire, vous en faites ce que vous en voulez. Voilà, donc réalisateur de cinéma un peu plus poussé. Allez, une dernière question, toujours entre 1 et 18, vous allez me dire le 15, j'imagine, puisqu'on descend. Non, pas du tout. Pour changer, je vais dire le 5. Alors, la numéro 5. Est-ce qu'il y a une loi qui vous a marqué, Bernard Werber ? Une loi ? Oui. Eh ben, justement, tout à l'heure, on parlait de l'abbé Grégoire. Il est juste avant la Révolution, il s'avère qu'il y a beaucoup de lois tout d'un coup de tolérance qui sont apparues, votées par Louis XVI. Donc c'est pas les révolutionnaires, c'est directement le gouvernement de Louis XVI, et notamment la fin du servage. On l'oublie, mais en France il y avait de l'esclavage jusqu'à l'arrivée de Louis XVI, qui s'est dit maintenant on va arrêter avec ça, et qui a arrêté aussi la torture. Donc je dirais c'est toutes les lois de réforme qu'a voté Louis XVI qui ont été des lois qui ont modernisé le pays. Après, on les a attribuées à la Révolution, mais c'était Louis XVI qui les a votées. Voilà, donc on peut donc donner reconnaissance à Louis XVI. Ben voilà, on va fermer la boîte à tout doux et puis demain on l'ouvrira avec notre autre invité. On se retrouve dans quelques secondes. Tout doux avec Vincent Bellotti. Longtemps, nous avons cru que nous étions les seuls êtres vivants de l'univers. Et puis un jour, nous avons découvert l'incroyable. Une planète habitée par des créatures qui semblent intelligentes. Les terriens. Qui sont-ils ? Pour l'instant, nous ne sommes pas arrivés à décrypter leur langage. Mais nos analystes étudient les séquences de leurs piaillements pour tenter de les comprendre. Les terriens entretiennent dans leur entourage d'autres bêtes plus petites et plus faibles qu'ils s'amusent à soumettre à des épreuves. Jouer avec les autres animaux est l'une de leurs occupations préférées. Voilà, extrait de la bande-annonce. Nos amis les terriens, un film Bernard Werber que vous avez réalisé en 2007, qui a été produit par Claude Lelouch. Comme quoi, eh bien, vous êtes aussi passé à la réalisation. Alors, malheureusement, on n'a pas trop le temps de s'étendre sur ce volet de votre talent. Je voudrais juste qu'on revienne sur des critiques qui vous ont fait, peut-être un peu mal, comme l'Express qui vous dit une écriture rapide, brutale, qui vise l'efficacité au détriment du style, mais qui trop souvent bascule dans le simplisme et les clichés. D'autres, au contraire, qui vous louent, comme François Bunel, dans sa chronique en 2012, qui vous qualifie de visionnaire, dont nous avons besoin, de Jules Verne moderne. Bon, comment vous réagissez à ce genre de critique quand on vous dit que ce que vous écrivez, c'est un peu facile ? Ah mais j'espère bien que c'est facile, parce que je vois pas pourquoi lire devrait être compliqué. J'écris pour être compréhensible par les enfants, pour être compréhensible dans les pays étrangers. C'est peut-être aussi pour ça que mes livres sont connus dans le reste du monde. J'écris surtout pour être clair et simple. Vous savez, avant j'étais journaliste scientifique et mon souci c'était pas de mettre des mots compliqués, c'était surtout d'être compris par les lecteurs. Et pour être compris, il faut pas ennuyer. Je crois que l'objet livre est un objet de plaisir. On parlait tout à l'heure de joie. C'est la clé de la littérature, c'est arrêter de sortir d'un système de caste qui prétend être les détenteurs de la vraie littérature, et se rappeler que l'objectif d'un bon livre, c'est d'être lu par un maximum de personnes et de plaire aussi aux nouvelles générations. Mon concurrent à moi, c'est la télévision. C'est-à-dire que j'espère que mes livres donneront envie aux gens qui ne sont pas lecteurs et qui ne font que regarder la télévision ou regarder les séries ou regarder les films, de revenir vers cet objet merveilleux qu'est le livre, parce que quand vous lisez un livre, c'est vous qui devenez votre propre réalisateur. Et puis, ce qui est diabolique avec vos images. Voilà, ce qui est diabolique avec vous, c'est que quand on commence un de vos livres, on n'arrive pas à le lâcher, on est obligé d'aller jusqu'au bout, Bernard Werber. Et c'est ça tout aussi votre talent. La planète des chats, dernier tome donc d'une saga. Dernier tome, je ne sais pas, parce que la fin est un petit peu ouverte, donc peut-être qu'il y aura une suite. Je ne sais pas. En tout cas, La planète des chats, c'est paru aux éditions Albin Michel. Merci Bernard Werber d'avoir été avec nous. Demain, c'est un autre auteur, mais cette fois-ci de bande dessinée. Vous en faites aussi de la bande dessinée, qui vous succédera. Il s'appelle Nicolas Doucet. Il vient de sortir le dernier tome des aventures de la famille Familéus, paré à Angers. Un prétexte à décrire notre quotidien avec beaucoup d'humour. On ouvrira les petites bulles avec lui. Merci à Christophe Morag et à Pierre Samanos à la technique. À demain et bonne continuation en mode tout doux à l'écoute de RCF.